dialogue que Swann entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau. D'abord, le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit et lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt, dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, et où il ne serait jamais que tous les deux. Cette sonate. Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Bonjour à tous. La fameuse sonate de Vinteuil, dont Proust fait grand cas tout au long de son ouvrage, serait, pense-t-on, influencée par la sonate pour violon et piano en la majeure de César Franck, une œuvre datée de 1886. Modérons notre propos en complétant la donne. Si Vinteuil est un personnage de fiction, Proust a tout de même levé en 1918 un coin du voile en ce qui concerne son inspiration. La sonate de Franck semble en effet en être la principale source, mais combinée au prélude de Lohengrin, à l'enchantement du Vendredi Saint de Parsifal de Richard Wagner, à la ballade opus 19 pour piano et orchestre de Gabriel Fauré, à la formidable arietta de la dernière sonate pour piano opus 111 de Ludwig van Beethoven, et peut-être un peu de la première sonate pour violon de Camille Saint-Saëns. Elle représente donc son idéal esthétique et dans la lignée des philosophes du XIXe siècle, procure une résonance profonde qui permet une meilleure conscience de soi-même. Le superbe canon que vous venez d'écouter et qui ouvre le final de la sonate de Franck distille en effet cette part inexplicable de joie et de bonheur qui nous enrichit et nous élève. Mais reprenons les choses par leur début. César Franck était issu d'une double culture, à la fois germanique par sa mère et wallonne par son père. La famille Franck est originaire de Guéméniche, lieu des trois frontières, celle de la Belgique actuelle, des Pays-Bas et de l'Allemagne. César est né rue Saint-Pierre, à Liège, toujours sous l'autorité des Pays-Bas, en 1822. La Belgique n'existait pas encore. Il avait montré très rapidement des dons exceptionnels pour la musique, et son père voulait les exploiter, un peu comme Léopold Mozart l'avait fait avec son fils. On dit même que César était aussi virtuose que Liszt, et qu'il pouvait rivaliser avec n'importe quelle vedette pianistique du temps. Mais pour parfaire ses études entamées en 1830 au tout jeune conservatoire de Liège, il s'oriente vers Paris où il fait merveille. Il y décroche les premiers prix d'orgue et de composition et devient vite un personnage incontournable du monde musical parisien. Ce qui frappe d'emblée ses condisciples, et puis plus tard ses élèves, c'est sa profonde gentillesse, son souci permanent d'aider son prochain. Sa bonté extrême jouera d'ailleurs contre lui dans un monde impitoyable. Il fera une carrière remarquée en tenant pendant plus de 30 ans les nouvelles orgues Cavaillé-Coll de l'église Sainte-Clotilde à Paris, en enseignant l'orgue au conservatoire de la même ville et en étant membre fondateur puis président de la Société nationale de musique. C'est pour ces postes officiels qu'à l'âge de 50 ans, en 1873, il prend la nationalité française. En tant que compositeur, par contre, ses grands succès tarderont, et ce n'est que vers 1880, avec son fameux quintet pour piano et cordes, qu'il sera enfin reconnu comme l'un des grands auprès du public français. Suivront la symphonie et la sonate pour violon et piano, qui sera l'une de ses œuvres maîtresses. Sa mort, en 1890, est le résultat désastreux d'un accident de fiacre et des complications de santé qui ont suivi. On ne sait pas, hélas, s'il a pu jouer sur l'orgue de Sainte-Clotilde, ses sublimes chorales pour orgue, ses ultimes chefs-d'œuvre. Toujours est-il que tous étaient d'accord pour reconnaître l'immense dimension du compositeur qui était extrêmement discret. On le nommait le Pater Seraphicus, comme s'il était à la fois un père pour tous ceux qui le fréquentaient et un ange par la dimension morale de sa personnalité. Ce portrait digne d'un conte de fées pourrait faire oublier que l'homme est aussi un personnage profondément romantique et tourmenté pour qui les questions existentielles avaient énormément d'importance.
Franck nous a laissé peu de musique de chambre, et outre quelques pièces de jeunesse assez faibles, ce sont surtout les 3 œuvres tardives, le quintet avec piano, le quatuor à cordes et notre sonate pour violon et piano, qui figurent au panthéon de sa production. Il semblerait que sous l'impulsion de l'énergie de l'âge mûr, Franck soit parvenu à transcender un art qui serait resté dans l'anonymat d'une maîtrise parfaite mais assez académique. C'est oublier que son origine familiale et liégeoise avait contribué à cette double identité française et germanique. Son écriture, abondamment chromatique et tortueuse, devait beaucoup au romantisme allemand. Sa couleur instrumentale témoigne de l'usage qu'il pouvait faire à la fin de sa vie des trouvailles de Franz Liszt et de Richard Wagner. Mais Franck, dans sa participation active à la vie musicale contemporaine française, devait devenir un des acteurs essentiels du renouveau de la musique de l'Hexagone. Sa symphonie témoigne par ailleurs de cette remarquable synthèse stylistique et instrumentale. La sonate pour violon et piano de César Franck est incontestablement une pièce maîtresse du répertoire violonistique romantique. Elle est dédiée à Eugène Ysaÿe, qui en a assuré la renommée à travers le monde. Composée en 1886, elle fait donc partie des œuvres de maturité du compositeur. L'une des forces indéniables de la technique franquiste réside dans sa capacité à donner vie et à faire évoluer un thème ou une cellule de départ. Son travail sans relâche sur le contrepoint, la fugue et sa pratique des œuvres de Bach l'avaient rendu expert dans l'usage de la polyphonie et des techniques imitatives. Le canon entendu tout à l'heure en témoigne à lui seul. Mais l'apport essentiel se situe plus au niveau de ce que l'on nomme l'écriture cyclique, dont il est véritablement l'artisan avec Vincent d'Indy. L'idée d'organiser une forme musicale comme un organisme vivant n'est pas de nos deux artistes. On sait que certaines formes de Beethoven tendaient déjà vers cet idéal, et que par essence, une fugue à la manière de Bach tire une bonne part de sa substance de la transformation d'un motif premier que l'on nomme le sujet. L'idée pourrait donc trouver sa véritable vocation à la fin du XVIIIe siècle. Au moment, par exemple, où Goethe publie ses travaux sur la métamorphose des plantes. Selon l'auteur allemand, tous les organes d'une plante étaient fondamentalement des variations autour d'une même forme fondamentale, la feuille. Il interprétait notamment les organes floraux, les sépales, les pétales, les étamines, les pistils, comme des feuilles modifiées, destinées à assurer la fonction de reproduction. C'était la métamorphose. La musique cyclique reprend mutatis mutandis cette idée. Elle part d'une semence qui prend la forme d'une petite cellule musicale, comme celle qui débute la sonate. Tout le premier mouvement, allegretto ben moderato, est basé sur celui-ci, qui se répète et qui se transforme, comme si elle était en gestation. Elle se construit progressivement en une longue phrase qui s'étire sur de calmes accords de piano. Mais comme l'existence est faite de rebondissements et de drames imprévus, le piano développe bientôt une seconde idée frappée du sceau du destin. Plus véhémente, plus tragique, elle s'étire pour être rejointe par notre thème cyclique, qui s'inclut alors dans son propos. C'est en quelque sorte la naissance toute romantique de la tragédie humaine qui illustre ce premier mouvement. Le deuxième mouvement, un allegro, repose sur une ambiance proche du quintet avec piano. Animé d'une passion palpitante, à la fois agitée et tragique, il déploie sa virtuosité dans la tonalité mortifère de ré mineur.
Il semble suffoqué dans l'élan chromatique de ses phrases et de sa rythmique. Mais voilà le thème cyclique du premier mouvement qui revient et qui ouvre la voie à un chant beaucoup plus lyrique sur des triolets du piano. Le calme à peine retrouvé est aussitôt balayé par le retour de la véhémence initiale. Comme dans un instinct de vie, les musiciens veulent résister à cette musique dévastatrice qui ne trouvera de repos qu'à la double barre finale. Image de la vie, de l'existence, de la lutte contre je ne sais quel destin, ce mouvement nous laisse comme ahuris, choqués et profondément bouleversés. C'est comme si notre vie venait de défiler dans son combat existentiel journalier. Le troisième mouvement, bien modéré, représente sans doute la conception la plus hardie de toute l'œuvre de César Franck. Il abandonne ici toute conception formelle usuelle au profit d'un langage de l'instant, du présent. Indiqué très curieusement, recitativo fantasia, il alterne des interventions du piano solo et du violon. Ce dernier, laissé seul, élabore un récitatif qui ressemble à une prière douloureuse. On sent bien le rôle du thème cyclique, même s'il n'est pas, pour l'instant, cité en toutes notes. Lorsque les deux instruments se rejoignent, c'est pour énoncer dans le registre médium du violon, celui qui ressemble le plus à la voix humaine, une longue plainte émouvante. La prière s'amplifie, elle se fait chant lyrique et touche à une ferveur nouvelle, comme nous ne l'avons pas encore rencontrée dans la sonate. C'est un grand thème tragique, vous l'entendez, qui semble contenir en lui-même l'archétype de la douleur. Il sera encore repris dans le final. Il permet le retour de notre motif cyclique, qui dans une nouvelle rythmique se joint à cette grande prière. La conclusion retrouve le calme de la plainte dans une brève section notée molto lento et mesto, très lent et triste. Et nous revoici tout naturellement au final, Allegro poco mosso, qui joue avec le canon des retrouvailles qui illustrent bien la digression de Marcel Proust. Après quelques alternances entre ce refrain, le canon est de fait le refrain du rondeau, c'est le retour du thème cyclique, qui en ce bout de course reste toujours bien cette identité originelle. Mais le rondeau des retrouvailles, parce qu'il symbolise l'adéquation de l'homme avec son destin, enfin assuré, est encore entrecoupé du passage tragique de la prière du troisième mouvement. C'est comme une incise dans la paix de l'être. Il vient nous rappeler notre fragilité. Et dans l'esprit de Franck, la prière suppliante, teintée de sa profonde foi religieuse. Tout s'apaise enfin dans le retour du refrain canon et dans cette conclusion brillante qui met fin à ce parcours initiatique hors du commun et tellement émouvant. La sonate
sonate de Vinteuil apparaît principalement dans Un amour de Swann, et elle symbolise la relation tumultueuse entre Charles Swann et son aimée Odette de Crécy. Mais l'œuvre ne se limite pas à être le vecteur de l'amour, elle est aussi un moyen de reprendre conscience du temps passé et oublié. Elle représente en fait un idéal esthétique, celui d'une musique métaphysique, qui serait à elle seule le vecteur des émotions les plus profondes de l'être humain. Moyen particulièrement efficace pour faire prendre conscience à l'homme du temps qui passe, la musique représente alors une solution de continuité, qui permet le refuge tout autant que la réflexion sur la nature de l'être et du monde. Nul doute que le lyrisme de César Franck, doublé de sa rigueur de contrapuntiste, puisse être évoqué dans ce dernier extrait de Un amour de Swann. Par là, la phrase de Vinteuil avait épousé notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme, dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai, et tout notre rêve est-il inexistant, mais alors, nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort, avec elle, a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable.